nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Beverly Hills dans les années 80. La vie, c'était sexe, drogue et rock'n'roll. Il n'y avait pas de règles. Certaines choses commençaient à prendre de l'importance, comme les vêtements que vous portiez, les boutiques et restaurants que vous fréquentiez. C'était ça, Beverly Hills. Et au centre de la scène se trouvait le club des milliardaires, de jeunes hommes issus des plus puissantes familles d'Hollywood. Ces gens bénéficiaient du meilleur service, des meilleures tables. Le groupe avait pour leader le jeune prodige charismatique Joe Hunt. Il voulait du pouvoir, être un meneur. Mais ses ambitions démesurées le conduiront droit au désastre. There is one voice that will never be stifled, and that's the voice of an innocent man talking about his innocence. Un virtuose de Hollywood, avide d'argent et victime d'une escroquerie et commet le pire, poussé par le désespoir. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Bienvenue à Beverly Hills. Pendant près de 75 ans, Beverly Hills a été le refuge de bon nombre de célébrités et de grandes fortunes. C'est tout bonnement incroyable la façon dont les gens claquent leur argent à Beverly Hills. Chaussures, sacs à main, soins esthétiques, la totale quoi. C'est de la folie. En une décennie de consommation ostentatoire, Beverly Hills devient la capitale mondiale du shopping. L'objectif de chacun était de faire étalage de sa richesse, d'exposer sa fortune de façon indécente. On frôlait la décadence, les gens en faisaient beaucoup trop. C'était ça les années 80. Une atmosphère électrique de crainte et de cupidité plane sur Beverly Hills. Et en 1984, ces tensions atteignent leur paroxysme à cause de l'ambition d'un homme et la disparition d'un autre. Le 8 juin, Ron Levin, un homme d'affaires véreux de Beverly Hills, avec un long passif de fraude en tout genre, est porté disparu. Au départ, la police ne prend pas le signalement au sérieux. Je me souviens de Ron Levin à l'époque où je vivais à Beverly Hills. Il conduisait une voiture de luxe verte. Il était venu chez moi à quelques reprises et il m'avait donné la chair de poule. Le mystère de sa disparition cachait sans aucun doute une histoire d'escroquerie, d'enlèvement et peut-être de meurtre. Ron Levin est aperçu 2 soirs plus tôt en compagnie d'un jeune homme d'affaires prénommé Joe Hunt. Ce dernier est un personnage séduisant mais mystérieux de Beverly Hills. Certains le prennent pour un génie de l'investissement, d'autres pour un escroc sinistre. Mais qui est donc Joe Hunt? Joe Hunt, né Joseph Gamsky, évolue dans un milieu très éloigné des paillettes de Beverly Hills. Il a grandi à Van Nuys, dans une petite maison modeste. C'était un endroit assez minable, somme toute. Entouré par d'autres logements tout aussi minables. Et sa famille avait du mal à joindre les deux bouts. Le père de Joe est un homme distant, employé dans une clinique appelée Institut américain d'hypnose. Son fils, Joe, devient rapidement son cobaye sur lequel il teste ses théories d'auto-hypnose. Il enseignait à Joe l'art de l'auto-hypnose, c'est-à-dire programmer son mental pour atteindre tous ses objectifs. Il lui a aussi appris que pour parvenir à ses fins, il ne faut pas hésiter à éliminer toutes les distractions ou autres obstacles qui s'élèvent sur son chemin. À 12 ans, Joe est clairement différent des enfants de son âge. C'est un élève très brillant, possédant un esprit clair et bien organisé, bien déterminé à atteindre ses objectifs. Il décroche aisément une bourse pour étudier à la prestigieuse Harvard Prep School de Beverly Hills. Certaines des plus riches familles envoient leurs enfants dans cette école. Les élèves arrivent en voiture avec chauffeur, depuis le West Side ou Beverly Hills. La plupart vivent dans de superbes manoirs. Joe cherche à tout prix à se faire accepter par ses riches camarades de classe, mais il est maladroit et fruste.
Joe sait ce dont il a besoin pour conquérir cet univers. C'est l'argent et le pouvoir. Et il veut les deux. Joe était clairement attiré par l'argent. C'est impossible de grandir dans cette ville en étant issu d'un milieu défavorisé et sans être attiré par l'argent. Mais d'après moi, l'argent ne suffisait pas à Joe. Il voulait du pouvoir. Il voulait être un meneur. Son diplôme en poche, Joe entre à l'Université de Californie du Sud pour étudier la comptabilité. À 19 ans, il décroche son diplôme d'expert comptable. Plus tard, il prétendra être le plus jeune étudiant de l'histoire de Californie à avoir réussi cet exploit. Mais comme bon nombre des propos qu'il tient, ce n'est pas entièrement vrai. Je ne crois pas qu'il ait été le plus jeune étudiant à obtenir ce diplôme. Il racontait tout un tas d'histoires. Cela faisait partie de la personnalité de Joe Hunt. Il y avait toujours une part de vérité dans ses propos, mais il n'hésitait pas à exagérer les choses pour flatter son ego. Pressé de devenir riche, Joe abandonne l'université au cours de la deuxième année. Il s'est présenté à une réunion de recrutement pour une grosse entreprise de comptabilité du centre-ville et a prétendu être sur le point d'obtenir son diplôme. Personne n'a jamais vérifié, car il a immédiatement précisé qu'il était titulaire du diplôme d'expert comptable, qu'il avait eu juste après le lycée. Joe décroche le travail, mais la comptabilité le lasse très vite. En 1981, il entre au Chicago Mercantile Exchange dans l'espoir d'y faire fortune. Quand Joe débarque à Chicago, il est pétri d'une grande confiance et d'une arrogance qui lui font penser que grâce à son intelligence et ses quelques connaissances, il pourra réussir un beau coup dans la bourse de commerce. Mais ce milieu constitue une aventure très périlleuse, même pour les personnes qui maîtrisent leur job. Et Joe n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a perdu tout l'argent qu'il a essayé d'investir. Joe doit couvrir ses pertes et n'a cure des règles en vigueur. Il sollicite des investisseurs et utilise leur argent. Il n'était pas habilité à diriger un groupe d'investissement, mais il a décidé d'en monter un quand même. Et quand cette histoire est parvenue aux oreilles des dirigeants du Chicago Mercantile Exchange, Joe a commis une grave erreur. Il a d'abord essayé d'enjôler, puis d'intimider et enfin d'affronter le vice-président du CME. Et ce faisant, il a totalement anéanti sa carrière. Joe est immédiatement renvoyé de la société. J'ai rencontré énormément d'hommes comme Joe. Ils ne se laissent pas décontenancer par leurs échecs. Rien n'est jamais leur faute et les défaites ne leur donnent que plus d'audace. Joe fait donc ses valises et rentre à Beverly Hills avec de grands projets en tête. Mais Joseph Gamsky va se transformer en Joe Hunt et revenir à Beverly Hills résolu à s'en mettre plein les poches. En 1981, Joseph Gamsky rentre à Beverly Hills affublé d'un nouveau nom plus classe, Joe Hunt, et avec un plan pour faire fortune. Ce gamin n'avait que deux choses pour lui. Son ambition et ses riches amis de l'école. Le plan qu'il a mis sur pied nécessitait ces deux ressources. Joe décide de fonder un club d'investissement. Ses amis lui fourniraient le capital et Joe, en tant que dirigeant, utiliserait leur argent pour commercialiser des marchandises. Il baptise ce club le BBC. Le BBC a été baptisé de la sorte en référence à un restaurant de Chicago qui s'appelait le Bombay Bicycle Club et que Joe Hunt appréciait particulièrement. Ainsi, à sa création, le groupe a été appelé BBC comme le restaurant. Plus tard, certains ont donné une autre explication, plus ironique, et dit qu'il s'agissait en réalité du Billionaire Boys Club, le club des milliardaires. Le pouvoir de persuasion de Joe Hunt s'impose dès le départ quand il établit au sein du BBC un ensemble de principes qu'il appelle philosophie paradoxale. La philosophie paradoxale n'est ni plus ni moins qu'un moyen de justifier tous vos actes. On pourrait simplement résumer cette philosophie par « la fin justifie les moyens et le reste importe peu ». Les deux premiers recrues de Joe sont ses anciens camarades de classe, Dean Carney et Ben Dostey. Mais d'autres vont suivre rapidement. Tous sont issus de familles aisées et aucun n'a encore trouvé comment réussir par ses propres moyens. Riches, gâtés et peu sûrs d'eux, ils constituent des proies parfaites pour Joe.
C'était comme s'il était le sauveur de tout le monde. C'était une qualité indéniable chez lui. Pour ceux qui le connaissaient, il arrivait à se faire passer pour la personne avec qui vous aviez envie d'être, qui pouvait vous aider à atteindre vos objectifs, qu'ils soient d'ordre financier ou personnel. Joe était comme un rock. À l'automne 1982, deux autres anciens camarades de classe rejoignent le BBC, Tom et David May. Les frères May étaient les héritiers de l'immense fortune de la société May. Ils ont rejoint ce club des milliardaires pour donner l'illusion qu'ils avaient réussi par leurs propres moyens, alors que cette richesse leur avait été servie sur un plateau d'argent. Avec l'arrivée des frères May au sein du club, les nouveaux membres se bousculent au portillon et l'argent afflue. Au début, ils n'avaient aucun problème pour lever des fonds. En fait, les jeunes hommes que Joe recrutait avaient pour caractéristique principale d'avoir de nombreux contacts, qui devenaient ensuite des investisseurs de premier ordre. Il a réussi à intégrer le cercle très fermé des familles fortunées de Beverly Hills et de Bel Air. Ça a eu un effet boule de neige. Joe ouvre un compte d'exploitation dans la prestigieuse banque d'investissement Cantor Fitzgerald et il achète et revend des matières premières à haut risque. Il est sûr de son coup et les débuts lui donnent raison. Joe s'est lancé avec un compte chez Cantor Fitzgerald et ça lui a plutôt réussi. En peu de temps, il a amassé quelques millions de dollars grâce à ses comptes d'investissement. Joe décide alors de louer un ensemble très onéreux de bureaux dans l'immeuble de Wells Fargo, au cœur de Beverly Hills, pour y installer le QG du BBC. Il dépense des milliers de dollars pour s'assurer que lui et les autres membres du club aient l'apparence et le comportement de grands pontes. Des dîners hors de prix à Spago, des costumes à 4000 $, des voitures de sport allemandes. Il voulait que tout le monde ait de lui l'image de l'homme prospère qu'il pensait être. Il souhaitait que les gens l'assimilent à la réussite, qu'on le prenne pour un gros bonnet. Ces hommes formaient un groupe très reconnaissable. Ils se rendaient dans tel ou tel endroit, habillés pareil, que ce soit en costume d'affaires ou en smoking lors de sorties plus formelles. La plupart des membres du groupe étaient issus de familles très riches et imminentes, et ils savaient comment en tirer profit. Ils étaient habillés de façon impeccable, avec des costumes de grands couturiers. Ils roulaient dans des voitures de luxe dernier cri, avaient des belles montres au poignet, bref, ils avaient tout l'attirail pour impressionner le monde. Le BBC tente de lancer une affaire visant à convertir des voitures de luxe européennes en voitures standards américaines. Mais le plaisir prend le pas sur les profits. Ils avaient un parc automobile gigantesque. En fait, ils avaient acheté toutes ces berlines allemandes pour les faire réparer et ensuite les vendre. Mais ils aimaient tellement les conduire que ces voitures sont devenues le parc privé du BBC. Sont ensuite venus s'ajouter au lot quelques autres modèles de luxe allemands et anglais. L'une des secrétaires du BBC m'a un jour expliqué que tout ce que ces jeunes gens faisaient en réalité, c'était revêtir le costume de travail de papa et venir au bureau et faire semblant de travailler. Et je crois que c'est une description très juste. Les investisseurs sont satisfaits. Joe continue donc de prendre de gros risques financiers. Il faisait des paris ou plaçait de l'argent dans des investissements qui, sur le long terme, auraient fini par être largement rentables. Mais il n'arrivait pas à se contenter de réaliser des opérations de ce genre. Il prenait de tels risques sur ses marges que tôt ou tard, au moindre petit dérapage, ça se retournerait contre lui. Et c'est ce qui a fini par lui arriver. L'argent avec lequel Joe Hunt a pris l'habitude de jouer est bel et bien réel. Et il perd des sommes monumentales dans le marché des matières premières. Bientôt, il utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer d'autres investisseurs et donner l'illusion qu'il continue à faire des profits. Les gens n'hésitaient pas à lui donner des milliers de dollars, parfois même les économies de toute une vie. S'ils agissaient de la sorte, c'est qu'ils avaient une confiance aveugle en Joe et ses capacités. Pendant un certain temps, il a effectivement gagné un peu d'argent. Mais quand les bénéfices se sont arrêtés, Joe a continué de payer et a entraîné le club dans une chaîne de Ponzi. L'affaire de Joe est désormais aussi fragile qu'un château de cartes. Joe Hunt était le genre d'homme qui avait confiance en l'image qu'il renvoyait. Mais il savait que ce schéma complexe ne pourrait pas durer sans un gros coup de pouce financier. Au printemps 1983, Joe fait la connaissance de l'homme qui va changer la vie de tous les membres du BBC.
Ron Levin, 40 ans, est une figure réputée des restaurants et clubs les plus branchés de Beverly Hills. Je le voyais au restaurant Le Dôme où il avait sa table attitrée. Il était en permanence là-bas. Je me souviens l'avoir vu aussi à Spago, au Beverly Hills Hotel, au Polo Lounge. Ron Levin est un homme d'affaires réputé pour avoir trempé dans des magouilles frauduleuses. Il est arrêté à plusieurs reprises pour vol et escroquerie. À l'instar de Joe, il pense que le secret du succès réside dans l'image. Il disait souvent qu'avec une montre et une voiture de prestige, tout le monde pouvait parvenir à ses fins. Selon lui, le monde fonctionnait de la sorte. Je te vole, tu voles quelqu'un d'autre. D'après lui, quand il arnaquait quelqu'un, il lui donnait avant tout une bonne leçon de vie. Ron Levin et Joe Hunt se reconnaissent beaucoup l'un dans l'autre. Ils se considéraient comme des outsiders, bien plus intelligents que les gosses de riches qu'ils fréquentaient. Quand ils se voyaient, ils étaient contents d'avoir enfin un adversaire à leur hauteur. Cet esprit de compétition s'est instauré dès leur première rencontre. Mais ce que Ron n'avait pas bien mesuré, c'était à quel point Joe était déterminé à gagner et jusqu'où il était prêt à aller pour ça. Joe a besoin de l'argent de Ron Levin. Il le harcèle pour qu'il investisse dans le BBC. Ce dernier finit par accepter. Pour Joe Hunt, Ron Levin était un peu comme un rêve qui devient réalité. Il continuait de croire qu'en trouvant une grosse somme d'argent, il pourrait investir dans le marché des matières premières et que tout finirait par s'arranger. Ron Levin a accepté la demande, convaincu par les propos de Joe. Il lui donne 5 millions de dollars à investir. Ron Levin accepte de diviser les profits, mais il insiste pour utiliser son propre compte à la Clayton Brokerage. Grâce à l'argent de Ron Levin, Joe fait d'importants profits. Son relevé indique la somme monumentale de 13,5 millions de dollars et sa part s'élève à 5 millions. Il est arrivé dans les bureaux en se pavanant avec ses documents de la bourse, disant qu'il venait de gagner 5 millions de dollars et que la somme entière était destinée au BBC. Ensuite, il a organisé une réunion lors de laquelle les profits ont été redistribués et les frères May ont chacun reçu 800 000 dollars. Les hommes étaient extatiques. Pour Joe, ces énormes commissions arrivent à point nommé. À l'insu de ses partenaires, Joe a dépensé presque tout leur argent pour qu'ils aient l'apparence d'hommes à qui tout réussit, à défaut d'en être eux-mêmes. Pour Joe, les profits qu'il a réalisés à ce moment-là étaient essentiels pour pouvoir donner le change à ses investisseurs. La plupart de ces jeunes hommes n'avaient pas besoin de faire partie d'un club comme le BBC pour réussir dans la vie. Et ils ne seraient pas restés très longtemps s'il n'y avait pas eu des résultats concrets et rapides. Mais lorsque Joe demande à Ron Levin sa part des profits, ce dernier se dérobe. Les semaines passent et il continue de fournir des excuses. Au début, Joe ne se doutait de rien. Puis il a eu un doute, a refusé d'y croire, et a finalement compris que ce compte était en réalité une escroquerie. Comme Joe l'apprendra plus tard, il n'y a jamais eu d'argent sur le compte. Il s'agissait d'une nouvelle fraude montée de toutes pièces par l'ancien escroc pour arnaquer une tierce personne et dans laquelle Joe n'a servi que de pion. À ce moment-là, Joe avait un besoin viscéral de ses 5 millions de dollars pour couvrir les pertes, ainsi que les dépenses monumentales du BBC. Il savait qu'il lui fallait une grosse rentrée d'argent avant la fin de l'été 1984. Sinon, tout s'écroulerait. Alors que Dean Carney, sa première recrue et son meilleur ami restent solidaires, d'autres investisseurs se sentent trahis et réclament leur argent. Les membres du groupe n'avaient rien d'autre que sa parole. Quand ils lui demandaient pourquoi les choses ne se passaient pas comme prévu, Joe leur rétorquait qu'il ne s'agissait que d'un léger contretemps, sans importance. Il avait perdu énormément d'argent sur plusieurs fronts, mais il tenait à conserver le groupe soudé. Et il avait aussi besoin de beaucoup d'argent. Le 6 juin, Joe et un membre du BBC, Jim Pittman, rendent visite à Ron Levin dans son appartement de Beverly Hills. Le lendemain, Joe arrive au bureau avec un chèque d'1,5 million de dollars d'un compte en banque suisse et signé par Ron Levin. Le seul moyen de maintenir son organisation à flot, c'est de faire rentrer de l'argent.
Le chèque signé par Ron Levin va assurément sauver le club des milliardaires. Mais quand Joe porte le chèque à la banque, il est refusé pour non-provision. Depuis près d'un an, Joe Hunt et l'escroc Ron Levin jouent à qui sera le plus malin. Joe a reçu un chèque de 1,5 million de la part de Ron, mais c'est un chèque en bois. 2 jours plus tard, Ron Levin est porté disparu. Au début, la police ne s'en soucie guère. La plupart des policiers avoueront volontiers qu'ils détestent rechercher des personnes disparues. Et quand il s'agit d'un homme aussi louche que Ron Levin, disons qu'on ne se précipite pas pour le retrouver. Quand le signalement a été donné, on a vu qu'il s'agissait de Ron Levin. Avec mon associé, on a regardé le fichier et on s'est dit que Ron avait encore fait des siennes. À la fin de l'été, Joe n'a plus d'argent et les membres du club n'ont plus confiance en lui. Et si son meilleur ami Dean Carney reste fidèle au poste, David May, qui a perdu énormément d'argent à cause de Joe, ne cache pas sa déception. Joe ne peut plus compter que sur Dean Carney et sur un nouveau membre, Reza Eslaminia. Le père de Reza a fui l'Iran avec des millions de dollars en poche, argent que Joe et Reza comptent bien récupérer. Mais depuis le début, leur plan est voué à l'échec. À l'instar de nombreux Iraniens fortunés qui ont fui parce qu'ils étaient les alliés du Shah, Hedayat Eslaminia n'avait pas autant d'argent en arrivant aux États-Unis qu'en quittant son pays. Ses actifs étaient gelés et ni Reza ni aucun membre de la famille ne pouvaient y avoir accès. Quelques mois après que Reza et Joe se sont rencontrés, le père de Reza disparaît. On pense que ses ennemis politiques sont à mettre en cause. Personne ne suspecte Joe Hunt. Hedayat Eslaminia était activement engagé dans l'opposition contre l'ayatollah Khomeini. Donc au début, beaucoup ont craint qu'il ait été enlevé ou même tué par des hommes de Khomeini. Mais le 8 août, le château de cartes de Joe commence à s'effondrer. L'inspecteur Les Zoller de Beverly Hills reçoit un appel d'un avocat représentant Tom et David May. Il souhaite rencontrer le policier pour raconter comment Joe Hunt les a escroqués de plusieurs milliers de dollars. Et ils ont apparemment d'autres choses à dire au sujet de Joe Hunt, quelque chose qui, selon eux, devrait intéresser la police. Pour Joe Hunt, l'étau est en train de se resserrer. Il a arnaqué ses riches amis de Beverly Hills pendant plus de 2 ans. Croyez-moi, les riches non plus n'aiment pas perdre leur argent. On s'est retrouvés sur Sunset Boulevard chez l'avocat du père des frères May. Ils ont commencé par nous expliquer que Ron Levin avait très bien connu Joe Hunt et que lorsque Ron Levin avait ouvert un compte pour que Joe l'utilise, il avait fait appel à la société de bourse Brokerage, mais qu'il s'agissait en réalité d'un compte factice. C'était une arnaque. D'après les frères May, lorsque Joe s'aperçoit de l'escroquerie, il organise une réunion d'urgence au QG du BBC. Il était hors de lui. Pendant la réunion, Joe a révélé que lui et Jim avaient réglé le problème Ron Levin. Ils n'ont pas explicitement parlé de meurtre, mais tout le monde a compris que Levin avait été tué. Jusqu'à ce moment, la seule personne du groupe qui était au courant, c'était Dean Carney. Après cette révélation, ça a été le chaos général. Tout le monde se demandait quelle était la meilleure chose à faire. La police est stupéfaite par les accusations de Tom et David May. Elle obtient un mandat pour fouiller l'appartement de Ron Levin. Elle y fait une découverte stupéfiante. Les policiers fouillent le bureau et trouvent derrière une corbeille à papier une liste de 7 pages. Sur la première est notée « Liste de choses à faire ». J'ai regardé cette liste qui comportait différentes tâches. C'était des choses comme fermer les stores ou tuer le chien. Bref, un ensemble d'éléments qui ont confirmé nos soupçons. La liste a été écrite de la main de Joe Hunt. En septembre 1984, la police s'apprête à arrêter Joe Hunt pour le meurtre de Ron Levin.
À l'intérieur de l'appartement de Levin, les enquêteurs ont trouvé une chose étonnante. Une liste écrite de la main de Joe et détaillant toutes les étapes du meurtre. C'est étrange. Il semble que ce sont toujours des petits détails qui font tomber les criminels. À quoi donc pouvait bien penser Joe Hunt? C'est déjà un acte terrible que d'établir une telle liste, mais la laisser sur la scène du crime, cela constitue une preuve suffisante pour procéder à une arrestation. Le 22 octobre, alors que Joe sort du garage de son luxueux immeuble, la police l'arrête pour le meurtre de Ron Levin. Joe est arrogant et nonchalant, jusqu'à ce que l'inspecteur lui montre la liste. J'ai posé devant Joe Hunt une copie de la liste de 7 pages et je lui ai demandé « Que pouvez-vous me dire à propos de cette liste ?» Son visage est devenu livide. Il a pris les pages et les a regardées une par une, comme s'il lisait chaque mot qui y était inscrit. Il est resté comme ça pendant un long moment et quand je lui ai reposé ma question, à savoir « Que pouvez-vous me dire de cette liste ?» il m'a regardé et a simplement répondu « Je crois que j'ai tout intérêt à appeler mon avocat. » Joe Hunt engage immédiatement l'un des avocats les plus onéreux et médiatisés de Beverly Hills, Arthur Barons. Joe avait discuté avec une multitude d'avocats des peines qu'il encourait à ce moment. Et finalement, ils ont choisi de me demander de le représenter. Mais alors que son avocat tente de développer une ligne de défense, la police se rend chez le membre du BBC le plus proche de Joe, Dean Carney. Dean Carney était dans une bien mauvaise posture. Et aujourd'hui encore, le fait qu'il en soit arrivé là reste un mystère pour moi. C'est un garçon issu d'une gentille famille et je trouve incompréhensible qu'il ait pu tomber sous l'emprise de Joe Hunt et qu'il se soit laissé manipuler de cette façon. Le 26 novembre, l'inspecteur Zoller rencontre Dean chez ses parents dans le quartier d'Hollywood Hills. Il lui fait une offre impossible à refuser. Ils ont proposé à Dean un marché que personne n'aurait imaginé. S'il acceptait de témoigner, il ressortirait libre comme l'air. Il s'est rendu compte qu'il devait se sortir de ce pétrin. Soit il passait le reste de sa vie en prison, autant dire que c'en était fini de lui, soit il dénonçait son ami Joe Hunt. Il a choisi la deuxième option. Dean corrobore les propos tenus par les frères May. Joe et un membre du BBC, Jim Pittman, ont tué Ron Levin. Puis, Dean Carney continue et ses aveux ont l'effet d'une bombe. Il raconte à l'inspecteur que Joe est à l'origine d'un autre meurtre, celui d'Hedayat Eslaminia, le père de Reza Eslaminia, membre du BBC. Leur plan était d'enlever Hedayat, puis de le conduire dans le sous-sol d'une maison en Californie du Sud et de le torturer jusqu'à ce qu'il leur donne toutes les informations sur ses actifs. Mais d'après Dean, leur plan a viré au cauchemar. Ils se sont rendus chez lui, se sont fait passer pour des livreurs. Ils avaient une très grosse boîte avec eux, une sorte de coffre. Ils sont entrés, ont utilisé du chloroforme pour l'endormir. Ils ont ensuite placé le corps dans le coffre et ont mis le tout à l'arrière de la camionnette de livraison qu'ils avaient louée à Los Angeles. Hedayat est sans doute mort d'asphyxie en cours de route. Ils ont vraiment été stupides. Dès le plus jeune âge, quand on capture un papillon, on nous apprend qu'il faut faire des trous dans la boîte pour qu'il puisse avoir de l'air. Ça coule de source. Dean explique à Zoller que Joe et lui ont abandonné le corps dans le canyon de Soledad. 2 jours plus tard, il conduit l'inspecteur sur le lieu exact. J'ai regardé sous un buisson et j'ai découvert un crâne. Et à une 60aine de centimètres de là, j'ai repéré la mâchoire inférieure sur laquelle il restait des dents. C'était un élément clé qui allait nous permettre d'identifier les restes d'Hedayat Eslaminia grâce aux fichiers dentaires. Le 8 décembre 1985, Joe Hunt est mis en examen pour un deuxième meurtre, celui d'Hedayat Eslaminia. Cette double mise en examen choque Beverly Hills. Je crois que ça a été un énorme scandale à cause de l'effet de surprise. Personne n'aurait imaginé un tel chaos derrière une vie qui paraissait aussi parfaite. Ce modèle de réussite typique de Beverly Hills.
Ensuite, les gens ont prêté encore plus d'attention à chaque nouvelle arrestation ou nouvel acte délictueux. En dépit des paillettes et de l'argent qui coule à flot, Beverly Hills préfère jouer la carte de la discrétion quand un scandale éclate. Mais avec le club des milliardaires, c'est différent. Le début du procès marque un tournant dans l'art du battage médiatique. La presse était fascinée par Joe Hunt, par sa philosophie et par les hommes avec qui il s'était associé. On peut dire que cette histoire était captivante par bien des aspects. Au procès, les avocats de la partie plaignante commencent par expliquer les mobiles de Joe. Ils expliquent que Ron Levin avait arnaqué Joe et que ce dernier, en colère, voulait se venger et obtenir de l'argent de Ron Levin. Lui et son garde du corps du BBC, Jim Pittman, se sont rendus à son appartement la nuit du 6 juin, déterminés à obtenir satisfaction. Ron Levin s'était toujours vanté d'avoir un compte en banque en Suisse. Joe a donc décidé d'aller voir Ron Levin et de le forcer à lui faire un chèque de ce compte suisse qu'il pourrait encaisser. Après avoir obtenu le chèque, il était évident que Joe allait tuer Ron, car d'une part, il avait besoin de cet argent, et d'autre part, il fallait que Ron Levin soit dans l'incapacité d'annuler ce chèque. Jim lui a tiré une balle derrière la tête. Ensuite, ils ont transporté le corps dans le coffre de leur voiture et ont roulé jusqu'au canyon de Soledad dans la forêt nationale d'Angeles, là où Joe et Jim avaient déjà creusé une tombe. Malgré des recherches approfondies, la police ne parvient pas à retrouver le corps de Ron Levin. Les avocats de Joe prétendent que Ron Levin est toujours en vie, qu'après avoir escroqué le BBC, le maître de l'arnaque a simplement fui la ville afin d'éviter tout acte de représailles. Nous devions apporter la preuve que Ron Levin n'avait pas seulement disparu, mais qu'il avait été assassiné. Il fallait prouver que sa disparition n'avait rien d'un hasard, qu'il était mort. Difficile d'inculper quelqu'un pour meurtre quand il n'y a pas de corps pour le prouver. Surtout quand la victime présumée avait autant de raisons de disparaître que Ron Levin. La principale question à laquelle le jury doit donc répondre est « Ron Levin est-il mort ou vivant ?» Le procès de Joe Hunt pour le meurtre de Ron Levin est en cours. Tout le monde à Beverly Hills ne parle que de ça. Dans les restaurants sélects, dans les fêtes et derrière les murs des villas de Beverly Hills, tout le monde parle de l'étrange affaire de Joe Hunt, Ron Levin et du club des milliardaires. Chacun y va de sa propre théorie, mais la seule version qui importe, c'est celle que le jury croit. L'un des plus gros défis de la défense consiste à expliquer pourquoi la liste écrite de la main de Joe se trouvait chez Levin. Au troisième jour du procès, l'accusation présente la liste. Elle constitue une preuve indéniable. Joe est un homme tellement méticuleux qu'il écrit une liste détaillant chaque étape du meurtre de Ron Levin. Tuer le chien, fermer les rideaux. Il est extrêmement minutieux. Et pourtant, il oublie cette liste derrière lui. C'est paradoxal, non? Sans cette liste, ce meurtre n'aurait jamais été découvert et Joe Hunt n'aurait sans doute jamais été arrêté pour aucun de ses crimes. L'accusation fait défiler un grand nombre de membres du BBC à la barre. On a fait venir à la barre plusieurs membres du club pour qu'ils témoignent au sujet de la réunion du 24 juin qui avait été organisée à Wilshire Manning et au cours de laquelle Joe Hunt avait déclaré s'être occupé du problème Ron Levin. Le dernier témoin appelé à la barre est le meilleur ami de Joe, Dean Carney. Quand il a commencé à parler, on pouvait entendre les mouches voler dans la salle d'audience. C'était le moment que nous attendions tous. Dean Carney était le meilleur ami de Joe Hunt. Et tout à coup, le voilà à la barre des témoins, montrant Joe du doigt et disant « Toi, mon ancien meilleur ami, tu es un meurtrier. » Dean a parlé de lui et des actes qu'il a commis avec une sorte de mépris, ce qui était à la fois déroutant et convaincant. Lors du contre-interrogatoire de Dean Carney, les avocats de Joe prétendent que ce dernier a simplement voulu fanfaronner au sujet du meurtre pour épater ses amis. Je crois que Joe s'était fabriqué une image grandiose auprès de ces jeunes hommes. La capacité de commettre un homicide pour venger de soi-disant méfaits ou escroqueries commis par Ron Levin semblait compatible avec son sens de l'exagération.
À plusieurs reprises, Joe s'est vanté de choses fausses, comme par exemple cette bagarre qu'il aurait eue avec un membre d'un gang mexicain et qu'il aurait fini par tuer avec son propre couteau. Joe inventait souvent des prétendus meurtres qu'il aurait commis. Et celui de Ron Levin aurait pu être un nouveau mensonge venant allonger la liste. Quant à la liste, la défense a soulevé un point important. Nulle part il n'est écrit « tuer Levin ». Les avocats assurent qu'après avoir donné son chèque en bois de 1,5 million de dollars, Ron Levin a fait ses valises et a quitté la ville. Ils appellent des témoins à la barre pour soutenir leur théorie. Un couple originaire de l'Arizona assure avoir vu Levin dans une station-service bien après sa disparition. Je crois que ce témoignage a semé un léger doute. Mais que ces gens se souviennent formellement d'avoir vu Ron Levin à la station-service, alors qu'il ne faisait que passer un coup de vent, ce n'est pas très crédible. Les avocats de l'accusation rejettent ces témoignages qu'ils qualifient de grotesques. Le père de Ron Levin aussi. Arthur Barnes insiste sur le fait qu'il est permis de douter. Joe n'est pas un meurtrier, il est avant tout la victime d'une arnaque montée par Ron Levin. J'ai présenté Joe comme étant un jeune homme brillant qui avait sans doute commis quelques erreurs, mais qu'il était victime dans une certaine mesure de sa propre ambition. Mais en aucun cas tout ça ne faisait de lui un meurtrier. Le procès se clôt le 22 avril. Mais le jury n'a jamais entendu le moindre mot de l'accusé, Joe Hunt. À un certain moment du procès, Joe a eu l'occasion de se présenter à la barre. Et je crois qu'il aurait aimé y aller. Le fait que Joe Hunt ne se présente pas à la barre le rend coupable aux yeux de beaucoup. Mais la plupart des avocats de la défense adoptent cette ligne de conduite. Un contre-interrogatoire mené par l'accusation étant généralement plus dommageable qu'autre chose. Ainsi, Joe Hunt est resté un mystère jusqu'au bout, même lorsque le jury se retire pour trancher sur son sort. Quel sera le verdict ? Le 22 avril 1987, le jury californien annonce qu'il est parvenu à un verdict dans le cadre du procès intenté à Joe Hunt pour le meurtre de Ron Levin. S'il est jugé coupable, Hunt risque la peine capitale. Dans tout procès, quand le jury annonce qu'il est parvenu à un verdict, l'attente est à son comble. Et cette fois ne fait pas exception. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Joe Hunt, guilty of murder in violation of Penal Code Section 187. La longue carrière d'abus et de mensonges de Joe Hunt prend fin. Mais il lui reste encore l'infime espoir que le jury le condamne à la prison à vie et non à la chambre à gaz. Pour le père de Ron Levin, un seul choix s'impose. What do I think of it? What would you like to see him get? I'd like to see him die. That's what I'd like to see him. I hereby sentence you to state prison for life without the possibility of parole. Au premier vote, la majorité voulait le condamner à la peine capitale. Mais les quelques personnes préférant la prison à vie avaient un argument sensé. Pourquoi Joe Hunt devrait-il mourir alors que ses anciens comparses aussi coupables que lui s'en tireraient à bon compte? Le jury a longtemps envisagé la peine de mort. D'après moi, un jury aurait eu des difficultés à condamner un homme à la peine capitale dans une affaire où aucun corps n'a été retrouvé. Il ne faut pas oublier que certaines personnes affirmaient avoir vu Ron Levin. Même si ces témoignages ont été rejetés, les membres du jury auraient eu à vivre avec cet énorme doute jusqu'à la fin de leur jour. Mais ce n'est pas terminé pour Joe Hunt. Un autre procès pour meurtre l'attend. Procès dans lequel il risque encore la peine de mort pour l'assassinat d'Hedaya Teslaminiya. Depuis sa cellule, Joe se prépare au procès. Toujours aussi confiant, il décide d'assurer sa défense lui-même. Ce test sera le dernier pour Joe Hunt. Il tient son destin entre ses mains. Il a réussi à escroquer ses amis et des investisseurs. Mais pourra-t-il manipuler le jury? Le procès pour le meurtre d'Hedaya Teslaminiya s'ouvre le 14 avril 1992.
There is one voice that will never be stifled, and that's the voice of an innocent man talking about his innocence. And I am an innocent man. I am not a murderer. Tout est possible avec Joe. Le fait qu'il décide d'assurer sa propre défense au deuxième procès et qu'il se montre si brillant alors qu'il n'a aucune formation juridique est époustouflant. La façon dont il a mené sa défense m'a beaucoup surpris. Mais dans cette affaire, le corps a été retrouvé. Joe ne peut nier qu'un meurtre a été commis. Sa seule défense, accuser quelqu'un d'autre. Et cette personne se révèle être l'ami qui l'a trahi, Dean Carney. À de nombreuses reprises, Joe Hunt a laissé son animosité et ses rancœurs prendre le pas sur sa rationalité. Et mettre ce meurtre sur le dos de Dean Carney n'était malheureusement pas crédible. Joe offre au jury une histoire bien étrange. Il raconte qu'Hedayat Eslaminia craignait pour sa vie suite à des menaces de mort proférées par l'ayatollah Khomeini. Hedayat Eslaminia aurait alors demandé au BBC de simuler son enlèvement pour qu'il soit à l'abri. Joe et d'autres membres du BBC s'étaient mis à la recherche d'une maison dans le quartier de Beverly Glen, à Los Angeles, qui tiendrait lieu de cachette. La maison était délabrée. Tout ce qu'ils voulaient voir, c'était le sous-sol. Et ils n'étaient aucunement intéressés par le reste de la maison. Après quelques instants, ils sont remontés à l'étage et m'ont dit qu'ils voulaient la louer. Joe prétend qu'après l'enlèvement, c'était Dean Carney qui était chargé de surveiller Hedayat Eslaminia. C'est une histoire très farfelue. Dean serait resté seul avec Hedayat Eslaminia et aurait décidé de le tuer attiré par la quantité d'argent et d'or dans le coffre ou je ne sais quoi. Dean aurait paniqué et sa cupidité aurait repris le dessus. Voilà la version que Joe a servi au jury pour se décharger du meurtre. Tout au long de sa déposition, Joe tient le jury en haleine. Les jurés ont tous admis à leur connaissance que Joe Hunt était l'un des plus brillants avocats de la défense. Malheureusement pour lui, son rôle de témoin n'a pas joué en sa faveur, car il a raconté une histoire vraiment absurde. Malgré son histoire extravagante, Joe est plus convaincant que jamais grâce à son charisme. Le 10 décembre 1992, le jury annonce qu'il n'est pas parvenu à un verdict. Le procès est donc annulé et l'État décide de ne pas faire appel. Joe retourne en prison où il purge une peine à vie pour le meurtre de Ron Levin. L'histoire du club des milliardaires est définitivement terminée. Pendant des années, les gens chercheront à comprendre comment Joe a réussi à attirer autant de jeunes issus de familles fortunées dans son monde d'escroquerie et de meurtre. Ce que Joe leur offrait était irrésistible. Il a abordé ces jeunes à un moment charnière et complexe de leur vie, où ils étaient vulnérables. Ce gouffre qu'il faut franchir pour passer de l'enfance à la vie adulte. Il était présent au moment propice et avait des arguments de taille pour les convaincre de le suivre. Il leur proposait une vie facile avec un train de vie semblable à celui qu'ils connaissaient déjà. Joe Hunt va passer le reste de sa vie dans une prison de Californie, bien loin du luxe et des paillettes dont il avait tant rêvé. Quant aux autres membres du club des milliardaires, aucun n'a écopé d'une peine de prison significative. Joe Hunt les a conduits au bord de la falaise, mais il est le seul à avoir sauté. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.